Saviez-vous que les ondes électromagnétiques peuvent influencer notre santé, notre niveau de stress, notre fatigue ou même notre équilibre émotionnel? Dans notre monde ultra connecté, elles sont partout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de minimiser leurs effets et de protéger notre bien-être. Espace Mom, une marque française innovante, a mis au point des solutions anti-ondes après des années de recherche. Leur mission? Nous aider à prendre soin de nous et de notre environnement simplement et efficacement. Avec Espace Mom, vous avez accès à des outils conçus pour vous. Des pendentifs anti-ondes, discrets et élégants pour une protection au quotidien. Des matelas et coussins énergétiques, parfaits pour se régénérer et booster son métabolisme. Des correcteurs pour harmoniser votre habitat, créant un espace de vie sain et apaisant. Espace Mom vous offre un cadeau de 10% de remise pour débuter votre transition vers un mode de vie plus équilibré. Pour bénéficier de cette offre, appliquez le code promo EVEIL. EVEIL. Rendez-vous sur le site Espace Mom, espacemom.com, ESPACEMOM.com, pour découvrir ces produits certifiés et pensés pour votre bien-être. Bienvenue à la communauté. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'accueillir Pauline au micro du podcast. Bonjour Pauline, Bonjour Evelyne. comment tu vas aujourd'hui? Eh ben, ça va plutôt bien aujourd'hui. Et Eh toi? ben, écoute, ça va. On a eu une longue discussion aussi en off. On a échangé de sujets passionnants et on a hâte aussi de vous les partager. Donc, Oui. je vais te présenter donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Pauline, Mhm. tu es auteure, conférencière et psychologue. Tu as travaillé pendant 7 ans dans le secteur bancaire et tu plaques tout en 2017 puisque tu quittes ton confort de vie, ton travail, ton appartement à Paris pour aller marcher vers ton essentiel, titre de ton premier livre d'ailleurs, Marcher vers son essentiel. Tu pars sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle et là, tout s'enchaîne puisque tu réalises d'ailleurs ton premier film, Chemin de vie, un film qui est projeté un peu partout en France. Tu as écrit un deuxième livre, Enseignement de la montagne, un voyage à la rencontre de soi des éditions Erol. Donc je le présente à la caméra pour ceux qui voient la vidéo. Pauline, j'avais plein de questions, mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous partager ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu as osé sortir de ta routine et de ton confort de vie? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci pour cette belle présentation, Evelyne. Alors, voilà. Moi, comme tu l'as très bien dit, j'ai tout quitté, on peut dire entre guillemets, en 2017. Enfin, j'ai quitté beaucoup de choses, mon appartement, mon travail dans le secteur bancaire que j'occupais depuis 7 ans et puis, mon cercle social un peu aussi. Enfin, j'ai vraiment été dans une rupture, voilà, à ce moment-là, avec la vie que j'avais. Et ce qui m'a poussée, en fait, à tout quitter à ce moment-là, enfin, à quitter en tout cas cette carrière dans laquelle je m'étais lancée, ça a été un profond mal-être, une sensation de ne pas être à ma place, une sensation que ce qui occupait 80% de mon temps, c'est-à-dire mon travail, puisque je travaillais énormément, Oui. ne représentait pas qui j'étais. En fait, je sentais qu'une autre vie était possible et je me sentais vide intérieurement et j'avais vraiment l'impression, voilà, d'être dans une boîte, quoi, un peu enfermée. Et ça a été un appel de l'ailleurs, un appel de me retrouver. Et puis aussi, bah, j'avais des symptômes très concrets du burn-out hein, aussi, parce que je travaillais d'arrache-pied le soir, le week-end. Donc, il y a des jours, je me levais, j'arrivais plus à réfléchir. Mon corps ne réagissait plus. En fait, j'arrivais pas à me lever, vraiment à sortir du lit, c'était compliqué. Voilà, j'avais passé 7 années dans le secteur bancaire et je sentais que ça pouvait plus continuer comme ça et je savais pas exactement ce que j'allais faire après parce que je savais que j'avais besoin d'un bon break pour me retrouver et je m'intéressais beaucoup à la psychologie, j'avais toujours rêvé d'étudier la psychologie, je l'avais pas fait. J'avais fait une école de commerce moi après mon bac. Enfin, j'ai fait prépa école de commerce, voilà tout ce parcours là qu'on connaît et donc j'ai repris des études de psychologie à distance et Mmh. j'ai quitté mon travail et je suis partie marcher et comme tu l'as très bien dit, je me suis en fait, il y a un nouveau chemin qui s'est offert à moi à ce moment-là. Ça s'est pas du tout fait sans embûches, hein, là, c'est un résumé global. Mmh. Mais tu vois, le titre du podcast, c'est «Éveil des consciences». Oui. Il y avait en moi, et c'est toujours le cas, une forme de quête,
J'avais cette sensation que j'étais dans un grand jeu de rôle où tout le monde jouait des rôles, et qu'en fait, moi, j'étais au milieu de tout ça et je me disais: «Mais qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Vous me posez pas de questions, Ouais, c'est quoi le pourquoi je bonheur? me Vous sens êtes seule? heureux? Mmh. Vous êtes en paix? Est-ce que, en fait, quelque part, j'avais besoin de répondre à certaines de mes questions et pour ça, il a fallu que je quitte, en fait, Mmh. cette forme de grand jeu de rôle dans lequel j'étais. Enfin, c'est comme ça que je le vivais à ce moment-là. Mmh. En tout cas, c'est passionnant et justement, je sais que tu as beaucoup voyagé. D'ailleurs, tu en parles aussi, dans ton dernier ouvrage. Tu es partie aussi à la rencontre de bouddhistes, Oui, et en fait, il y avait aussi cette idée, que tu partageais dans ton livre, c'était l'idée que l'objectif ultime est de transcender à la fois l'aversion et l'attraction pour parvenir à un état de nos attachements. Est-ce que oui, tu peux nous en dire plus justement à ce sujet? oui. Oui, oui, c'est un passage de mon livre où en fait, l'enseignement bouddhiste, nous dit qu'en fait, la paix ultime, ça consisterait à avoir cet état d'équanimité. C'est-à-dire que tu n'es plus dans ce désir insatiable de quelque chose que tu veux absolument avoir dans ta vie et tu es pas non plus dans l'aversion. Parce qu'en fait, ce que dit l'enseignement bouddhiste, c'est qu'on oscille toute notre vie entre, on essaye soit d'éviter de souffrir, Ouais. soit, on est dans une quête de désir à satisfaire. Et du coup, ce qu'ils disent, c'est que c'est un cycle sans fin de naissance et de mort, ce qu'on appelle le samsara, qui Mmh ne mh. s'arrête jamais finalement et un cycle de souffrance, quoi. Et Mmh. selon eux, trouver la paix, ce serait vraiment, aller au-delà de nos aversions et de nos désirs, quoi. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir tout ça parce que je me suis rendu compte que, je si j'étais honnête avec moi-même, j'avais des désirs et que je suis pas sûre que le bonheur peut s'atteindre si on arrête de désirer quoi que ce soit. Oui. Et du coup, la réflexion que j'avais eue ce jour-là en méditation pendant ma retraite de 17 jours de méditation, c'était que peut-être qu'en fait, je pouvais toujours avoir des désirs, mais que, j'étais OK avec le fait qu'ils ne soient pas forcément satisfaits, quoi. Ouais. C'était Mmh. ça la réflexion, mais ça, c'est très joliment dit dans les faits. Oui, Je pense parce qu'en fait, voilà, ce dont on a parlé toutes les 2 en off avant, c'est c'est à ça. quel point parfois il y a un décalage entre les enseignements bouddhistes, par Mmh. exemple, ou l'enseignement d'Eckhart Tolle sur le moment présent, tous ces enseignements et le concret de nos vies. Moi, je pars quand même du principe qu'en tant qu'être humain, on est des êtres, qui ont on a un système nerveux, qui fait qu'on a peur de enfin, c'est très ancestral, mais on n'a pas envie de mourir et de souffrir. Donc je disais, en fait, en tant qu'être humain, avec notre système nerveux, on est né pour, essayer d'éviter de mourir, quoi. On peut pas s'en empêcher, en fait, d'agir, par exemple. Parce que Mmh. moi, ce qui me fait beaucoup réfléchir en ce moment, c'est que cet enseignement bouddhiste prône presque parfois une forme de non-action, quoi, quelque part, où tu resterais en tailleur à méditer et puis à contempler tout ce qui te traverse, tes émotions. Et, et aujourd'hui, je remets un peu en question ces enseignements-là parce que dans mon cas, en fait, je réalise que, surtout en tant qu'être né en Occident, en Oui. France, parce que je pense aussi que quelqu'un qui est né en Inde, et puis aussi quelqu'un qui est né à une autre époque, il y a 2000, il y a 3000, il y a 4000 ans, aura peut-être une autre façon de vivre les choses que quelqu'un qui est né en Occident, en 2000, en 2000 ou en 90. Enfin, c'est pas du tout la Mmh. même chose. Et aujourd'hui, bah, moi, je réalise par exemple que, ben, après avoir beaucoup médité, j'ai fait 3 retraites de méditation et j'ai essayé d'incorporer beaucoup de méditation dans mon quotidien pendant un moment. Je réalise en fait aujourd'hui que de passer à l'action et de faire des pas vers mes désirs et puis essayer d'éviter aussi la souffrance, ben, ça fait partie pleinement de moi et en tant qu'être humain et j'accepte ça et Mmh mh. je vais pas culpabiliser d'avoir de la frustration de pas réaliser mes désirs, par exemple. Mmh. Quelque part, c'est ça que je remets, un peu en question, c'est qu'il y a un côté un tout petit peu culpabilisant de se dire: «Bah non, en fait, tu es censé être dans l'équanimité, tu es censé être dans une Mmh. forme de neutralité». Après, ce que je pense, c'est que plus on apaise notre système nerveux, plus on est apaisé dans notre quotidien et on prend soin de soi,
plus on a de capacité à supporter la frustration de ne pas réaliser nos désirs. Et ça, j'en suis persuadée. Enfin, ça me paraît évident. C'est-à-dire que plus j'ai en fait, il y a beaucoup de paradoxes là-dedans, mais plus j'ai fait de pas vers, on va dire, améliorer un peu mes conditions de vie, mieux je vais vivre les grands moments difficiles, quoi. Mmh. Soit les grands moments très difficiles, soit aussi les petites frustrations du quotidien. Mais si je devais résumer toute cette pensée, parce que ça peut paraître complexe dit comme ça, c'est prenons soin de nous et ne nous racontons pas que nous n'avons pas besoin et pas de besoin ni de désir. C'est ça Mmh. mon message en fait. Parce Ouais. que moi, pendant longtemps, en suivant l'enseignement bouddhiste et en faisant des retraites de méditation, je me suis raconté que, par exemple, j'avais, en fait, j'avais pas besoin d'argent, tu vois? Qu'en fait, je Oui, pouvais vivre sans argent. D'ailleurs, sur Compostelle, j'ai marché avec des gens qui avaient pas d'argent et j'ai d'accord. expérimenté ce que c'était de marcher sans argent. Je l'ai fait pendant 1 semaine, mais ça m'a suffi pour me rendre compte que j'avais besoin d'argent. Ouais, c'est sûr. Voilà, en fait, j'ai beaucoup été ces dernières années dans un déni de mes besoins et de mes désirs, Mmh. en pensant que j'étais sur un très beau chemin spirituel. En fait, en réalité, je me mentais un peu à moi-même. Voilà. Donc je me Mmh. racontais par exemple en effet que parce que moi j'ai eu la chance de gagner quand même pas mal d'argent quand j'étais dans le secteur bancaire, j'ai tout quitté et je vivais pendant longtemps sur mon épargne et je me disais: «Mais en fait, c'est pas grave si mon épargne arrive à 0 parce que de toute façon, j'ai pas besoin d'argent et je peux toujours aller vivre avec des nonnes en Inde». Mmh mh. Si je suis honnête avec moi-même, même si c'est cette option, ça fait du bien de se rappeler qu'on a cette option-là et qu'en fait, c'est pas très grave si on a plus d'argent, je j'ai des besoins et notamment au niveau rien qu'au niveau de mon corps physique, par exemple. Quand Bien j'ai sûr. marché sans argent, je sautais on sautait des repas. J'avais marché avec un autre pèlerin, on sautait des repas si personne ne nous donnait rien ou si on n'avait pas fait une rencontre, ou si on n'avait pas trouvé de fruits dans la nature ou de noix, on sautait des Mmh. repas. Et moi, j'avais des vertiges. Enfin, je voyais bien que mon corps physique ne supportait pas de sauter des repas. Et pareil, quand je suis, enfin voilà, comme tu le sais, avec ce livre, j'avais repris un appart à Paris et j'ai décidé de quitter complètement mon appartement et j'ai été 2 ans sans appartement, juste avec un sac à dos, en errance, selon les endroits qui m'inspiraient. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je m'étais raconté et je me rends compte avec du recul que j'avais pas besoin de lieu fixe. Alors moi, j'ai adoré voyager, sauf Mmh. que c'est toujours une question d'équilibre. C'est qu'à un moment, j'ai eu besoin, j'ai vraiment senti que le besoin d'ancrage et d'un lieu fixe était très important et que tant que je ne l'avais pas, je pouvais pas profiter pleinement du moment présent et de mon voyage et qu'en fait, contrairement à ce que je m'étais raconté, je n'étais pas un être illuminé avec Bien peu sûr, de ouais. désirs et de besoins et qu'au contraire, j'avais besoin de prendre soin de moi et j'avais Mmh. laissé cette dimension de côté. Mais c'est hyper intéressant parce que justement, c'est encore cette notion, dont on parlait tout à l'heure, mais c'est cette notion d'équilibre et donc toi, tu as aussi expérimenté les extrêmes pour te rendre compte justement que, on était bien incarné dans ce corps physique avec une vie sur terre et que c'était tout à fait OK d'avoir des besoins, des Mmh. désirs et qu'on n'est pas tous des êtres illuminés. D'ailleurs, il y en a très peu finalement Oui. et donc ça, c'est intéressant et aussi, je voulais revenir sur, ton expérience aussi bouddhiste. Mmh. Finalement, tu racontes aussi dans ton ouvrage Mmh. que, ce qui est intéressant de toutes ces expériences méditatives, c'est que certes, oui, il y a le côté, pratique, en position du demi-lotus, mais il y a aussi, qu'est-ce que je fais de cet outil ou du moins comment je l'utilise dans ma vie au quotidien, c'est-à-dire en faisant des actions quotidiennes comme faire la vaisselle, faire le ménage et donc, peut-être est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que toi ça t'a aidé en tout cas dans tes actions et dans ta vie au quotidien justement? Ouais, Qu'est-ce t'ont appris ces enseignements? bien sûr. Alors, évidemment, je ne mets pas à la poubelle tout l'enseignement bouddhiste, je tiens à le Oui, préciser. Je ne me permettrai pas, c'est des enseignements qui datent d'il y a très longtemps et qui sont très justes par leur, c'est juste que voilà, comment on les adapte à notre époque et à qui on est complètement. aujourd'hui. Et tu vois, là-dessus, alors moi, ce que ces retraites m'ont apporté réellement, c'est, j'ai envie de dire que c'est un cadeau immense. Ça a été un grand cadeau pour moi de Mmh. m'offrir un temps de silence et un temps avec moi-même sans distraction et sans rien d'autre à faire que d'être, en fait. Mmh Ça, mh.
hyper puissant. Ouais. Juste, de se lâcher la grappe, tu vois? Justement, le problème en Occident, c'est qu'on est tout le temps dans le faire. Tout le temps dans le mental, ouais. On a cette pression constante, c'est terrible. C'est la Cette maladie charge aussi, mentale, ouais. d'aujourd'hui, quoi. Bah Mmh. oui, cette charge mentale, alors, voilà, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours autre chose à faire et cetera. Et là, quand on s'offre une retraite, ben, déjà, on va goûter à un calme et à une je pense, une réelle régénération. Moi, c'est ce que j'ai vécu, rien que du fait de, on est là, on n'a rien à faire, quoi. On a juste à être. Déjà, ça, c'est puissant et c'est très beau et ça, la grande question, c'est comment on se l'offre quand on n'est pas en retraite? Mmh. Donc alors moi, ce que j'ai essayé de mettre en place après, après avoir vécu ces retraites, ça a été de et j'essaye de le faire aujourd'hui, c'est d'avoir, dans ma journée, au moins un moment, au moins une demi-heure ou une heure, où, de temps de rien, quoi. Ce que j'appelle les temps de rien, quoi. Les temps où, alors on peut pas tous se permettre une heure, une demi-heure, une heure, mais au moins d'avoir un temps où je n'attends rien de moi. Mmh. Et ce que je vais dire, ça va paraître un peu, ça va peut-être étonner certaines personnes, mais, en ce moment, j'expérimente les micro-siestes Mmh mh. et c'est tout bête, mais en fait, ça aide vachement mon mental à relâcher, de faire de de m'autoriser à faire des Et oui, micro-siestes. Et quelqu'un qui est dans le bouddhisme me dirait: «Mais non, mais méditer et faire une sieste, ça a rien à voir, c'est complètement différent». Oui, en même temps, on peut les coupler un peu ou, on peut s'offrir des petits temps de micro-sieste slash méditation aussi en même ouais, temps ah, c'est bon à savoir. et j'adore. Moi, ça m'aide beaucoup, c'est ça, de faire, de faire une petite sieste et au lieu de rallumer mon téléphone tout de suite après ma sieste, de prendre, au moins 10 minutes où là, je suis dans le rien, où je suis assise en tailleur et j'écoute ce qui se passe dans mon corps. Mmh. J'écoute, en fait, les tensions, les sensations désagréables, j'essaie d'écouter. Puis je regarde, est-ce qu'il y a un message pour moi au niveau je sais pas, Mmh. est-ce que mon cœur a un message à me donner que j'aurais pas pu écouter parce que j'avais la tête dans le guidon? Donc de s'offrir des temps méditatifs chaque jour, je pense que c'est hyper important. Pour certaines personnes, ça va être du yoga aussi, qui vont s'étirer ou faire du yoga ou aller marcher ou mais en tout cas, d'avoir un moment où il y a pas de téléphone, Oui. où il y a pas d'attente, en fait. Et Mmh moi, mh. c'est dans ces moments où j'ai les plus belles idées. D'ailleurs, c'est dans ces moments, les moments de retraite de méditation, c'est là où, en général, où j'ai beaucoup de belles idées de choses à écrire pour mes livres ou autres. Et dans ces moments, même dans le quotidien où je lâche enfin le contrôle, et ben, Mmh. souvent, ben, je vais me dire: «Mais oui, tu pourrais appeler telle personne et lui proposer ça» et Tu te donc laisses, ouais. inspirer. D'ailleurs, c'est rigolo parce que tu expliques aussi dans ton livre que tu es dans une retraite, méditative et que tu as plein d'idées et que donc tu as envie de les écrire et puis que la personne t'explique que non, que le mieux c'est de le faire après, mais être pleinement, dans ta méditation. Oui. J'avais aussi, alors, je sais même plus si on en a parlé, mais on en a parlé en off, mais, je trouvais que ta réflexion, elle était hyper intéressante. C'est que toi qui es psychologue, bah, tu as côtoyé aussi, des personnes Mmh. qui ont des gros traumatismes, dans leur vie, qui ont subi de grosses souffrances Mmh. et tu Bien expliques sûr. même qu'il y a une mémoire traumatique, qui se niche dans notre corps et Mmh. que c'est pas si simple que ça de guérir. Alors, on parlait aussi en off, hein, bien sûr, du développement personnel et Mmh. de tout ce qui pouvait se dire aussi, mais, ma question, c'était plutôt, est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision justement Ouais, entre bien tes sûr. enseignements bouddhistes et puis justement, cette casquette que toi tu as en tant que Mmh. psy, Mmh. accompagnatrice aussi? Bien sûr. Alors, ben, moi, quand j'ai fait ma retraite de méditation, on avait des questions-réponses, chaque jour, qu'on pouvait écrire sur un papier au professeur et il répondait oralement à toute Mmh. la salle. Et donc il y a une question qui a été posée d'une femme qui a vécu, vraiment elle a été battue, par un membre de sa famille toute son enfance et elle disait qu'en méditant, elle avait des flashs, en fait, de ce traumatisme et elle demandait au professeur de méditation: «Comment est-ce que, je peux, justement aller mieux, parce que ça revient, j'ai les mains qui Oui. tremblent quand j'y pense et cetera» et sa réponse m'a laissée bouche bée, en fait. J'ai vraiment cru que j'allais enfin, genre que j'arrive pas à croire, en fait, ce qu'il disait. Il a dit, en gros, à cette femme, «Reviens au moment présent et pose-toi la question: "Qui suis-je?" et parce que de toute façon, ça, c'est dans ta tête, quoi, c'est dans ton mental».
Mmh. Et j'ai été tellement choquée qu'ils disent ça parce que peu de temps avant, j'étais dans un stage dans un hôpital psychiatrique avec des personnes qui étaient en état de stress post-traumatique suite à des agressions sexuelles vécues. Et je voyais à quel point, et c'est quelque chose qu'on nous enseigne en fac de psychologie aussi, le traumatisme n'est pas dans notre mental, il est dans notre corps. Mmh. Et parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est-à-dire que quand on vit un traumatisme et qu'on peut ni fuir ni combattre, en fait, l'énergie c'est comme si l'énergie de survie, elle allait se bloquer et elle allait rester en nous, en fait, rester Mmh. bloquée en nous. Et ça peut nous amener même à, en fait, elle peut se réveiller en fait plus tard, du coup, Mmh. cette mémoire traumatique, mais elle reste vraiment dans notre corps. Et donc, c'est ce que cette personne a vécu avec ses flashs traumatiques. Et la réponse du professeur, je l'ai trouvée beaucoup trop, évidemment, simpliste. Et Oui. surtout, je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point cette sagesse bouddhiste était difficile à appliquer dans des cas de gens qui avaient vécu certains traumas. Parce que de dire à quelqu'un reviens au moment présent, ben, c'est une façon de nier presque sa souffrance et c'est une façon pour elle, c'est comme si elle allait encore plus se dissocier, quoi. Alors qu'en Oui. fait, ce qu'elle a à faire à ce moment-là, et c'est le plus dur, mais tout ça, ça prend, ça peut prendre des années, mais Mmh. d'accueillir en fait ces énergies en elle, se connecter à son corps, et surtout, elle a besoin vraiment de sécurité, elle a besoin de peut-être même d'être écoutée dans sa souffrance, d'être accompagnée, surtout pas de nier sa souffrance en fait. Oui. Mais en tout cas, voilà, à ce moment-là, je me suis dit: «Waouh, c'est fou le Mmh. décalage», et je me disais aussi, si, enfin, il y aurait si ça suffisait de se dire qu'il fallait revenir au moment présent, il y aurait pas autant de personnes dans les hôpitaux psychiatriques Bien sûr. aujourd'hui et Mmh. il y aurait pas autant de personnes aujourd'hui en grande souffrance, psychologique, ça c'est clair, quoi. Mmh. Et je pense Complètement. que ça peut être dangereux du coup de donner des conseils globaux comme ça, comme reviens au moment présent, à quelqu'un qui est vraiment, qui est en plein dans son énergie de stress post-traumatique et qui a vraiment besoin de revenir à du concret et à son Ouais. corps, quoi, et à écouter. Non. Mais en tout cas, merci justement parce que toutes tes expériences et toute cette curiosité, tout ton bagage, t'a permis aussi d'avoir, justement une vision, cette vision de l'aigle, ou du moins d'analyser un peu, tout ça et d'en tirer aussi, des conclusions et je trouve que c'est riche. C'est que finalement tu es pas non plus, dans telle ou telle discipline, mais tu t'inspires de chaque chose pour aussi prendre du recul et puis, bah, tout simplement voilà, transmettre des idées, qui t'apparaissent plus justes. Enfin, je sais pas si j'étais claire, mais Merci, ça me fait très plaisir. Merci Evelyne. C'est vrai que j'ai beaucoup, enfin tu cheminé. j'ai cheminé quoi, voilà. Oui. Après on est tous et toutes sur un chemin, mais du coup, ça me fait très plaisir de ce que tu dis parce que j'essaye de faire des liens justement entre tout ce que j'ai, expérimenté ces dernières années. Mais alors moi, je voulais aussi citer un passage, tu cites cela: «D'un côté, il faut travailler sur soi, faire Mmh. une thérapie et régler ses blessures et de l'autre, nous sommes déjà ce que nous cherchons, il n'y a rien à faire». Alors Oui. moi, j'avais la question de: «Il faut faire quoi?» pour les auditeurs et les auditrices, qui se cherchent aussi. Ouais, bah, ça c'est encore un des grands paradoxes qu'on retrouve dans le monde du développement personnel et de la spiritualité. C'est qu'en effet, hem, ce qu'on nous répétait parfois pendant cette retraite de méditation et qu'on dit souvent, c'est: «Vous êtes déjà ce que vous cherchez, vous êtes déjà, Dieu, l'univers, la vie, vous êtes déjà parfait comme vous êtes, tout est en vous» et cetera. Et d'un autre côté, bah, du coup, si tout est en moi, j'ai rien à faire en fait. C'est très perturbant. Et d'un autre côté, il y a des gens qui vont nous dire: «Bah, faut bosser comme un taré, faut aller régler toutes tes blessures, faut Mmh. changer toutes tes croyances Un limitantes et sacré boulot, cetera». quoi. Ouais, et ça aussi, c'est pas très, enfin, c'est un peu stressant quand même. Ouais. En fait, il y a d'un côté le côté un peu plus yin ou féminin de on est déjà parfait, on accueille, et le côté plus, bah, en fait, on se met en action et on va tout régler, quoi. Mmh. Et alors, moi aujourd'hui, moi, je dirais qu'en fait, les 2 sont vrais, dans le sens Ouais. où il y a le «et» en fait. C'est qu'on pense qu'il y a «ou», mais il y a le «et». C'est-à-dire que d'un côté, oui, on est déjà vraiment parfait comme on est, c'est-à-dire que, heu, tout ce qui se passe en nous aujourd'hui est valide et pertinent. Toutes nos émotions, toutes nos sensations, notre corps, la façon dont il réagit, c'est sa façon, enfin,
il réagit parfaitement bien par rapport au contexte de notre vie. Le contexte de notre vie, là où on vit, notre conjoint, nos amis, tout ça, Mmh. c'est parfait par rapport à tous les choix qu'on a fait pour en arriver là et nos besoins et nos désirs aujourd'hui. Et en même temps, euh, j'ai envie de dire qu'on peut toujours, comme une statue dans le marbre qu'on va polir, on peut toujours polir cette statue pour devenir une nouvelle version de nous-mêmes, peut-être encore plus alignée avec qui on a envie d'être. Et on peut toujours faire des efforts pour devenir, j'ai envie de dire, encore plus parfait. En fait, Oui. les deux coexistent, quoi. Mmh. Et les C'est deux vrai sont qu'on vrais, est, voilà. on est dans cette dualité finalement, dans cette société, soit c'est noir, soit c'est blanc, soit Mm, c'est bon, soit c'est mauvais et là, l'idée, c'est vraiment de d'équilibrer tout ça mm. et d'accueillir ces 2 idées. Oui, oui, et c'est en ayant de la gratitude pour tout ce qu'on a et ce qu'on est aujourd'hui, aussi qu'on arrive plus facilement à changer, des choses dans sa vie, quoi. Plutôt Mmh. qu'en se blâmant en permanence pour ce qu'on vit et ce qu'on est. Ça aussi, j'en suis persuadée, quoi, c'est que Est-ce qu'il y a pas une notion justement de sortir de son statut de victime, quelque part? tellement. Ouais, Mmh. merci de dire ça, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est ce statut de victime qui nous maintient dans. Ça, j'en parle un peu dans mon deuxième livre aussi, parce que je vis quelque chose de très Mmh. difficile où un chaman, en fait, enfin, j'ai une expérience avec un chaman, bon, et à ce moment-là, je me rends compte que je pourrais facilement me victimiser et me dire ça aurait jamais dû arriver, t'as fait une grosse erreur en faisant cette cérémonie avec ce chaman. Et en fait, je réalise que quand je me raconte que je suis une victime et que j'ai fait une grosse erreur, ça me plonge dans des émotions très désagréables. Et c'est difficile de sortir du statut de victime, parce qu'on a toujours envie de savoir à qui est la faute. Et souvent, on considère que soit c'est la faute de quelqu'un, soit c'est de notre faute. Mais en fait, ça n'a pas trop d'importance qui est la faute. En fait, je pense que ce qui compte, c'est d'être dans cette posture, de se dire, ben, Mmh. je ne m'attarde pas quoi, sur me blâmer ou blâmer. Enfin, on peut rester un peu là-dedans, mais si on s'y attarde trop, on est pris dans une paralysie, on n'arrive pas à avancer. Donc, après, c'est très facile à dire. Encore une fois, je ne me Oui. permettrai jamais de dire ça à quelqu'un qui a vécu quelque chose d'horrible. En fait, c'est bien de Mmh. s'autoriser à se dire oui, je suis une victime, et en même temps, j'ai aussi un pouvoir d'agir à chaque instant. À chaque instant, je peux changer quelque chose dans ma vie pour l'améliorer, et c'est là-dessus que je vais mettre mon attention. Donc, en fait, je suis les deux, quoi. Mais je ne vais pas rester bloquée que dans le statut de victime, parce que ce statut, il va peut-être m'empêcher de passer à l'action pour améliorer les choses et pour Mmh. avancer. Mmh. Mmh, c'est hyper intéressant. Mais merci d'ailleurs de rebondir sur les expériences que tu as eues aussi, lors de cérémonies, donc avec les plantes sacrées, je sais que tu as goûté à l'ayahuasca et San Pedro aussi. Et moi j'avais Ouais. une question, est-ce que ces états élargis de conscience, t'ont éclairé sur ton chemin? Qu'est-ce qu'elles t'ont réellement, apporté? Ouais. Ah là là, c'est une grande question. C'est Un grand difficile d'y sujet là. répondre. On a Ouais, une c'est heure. Je plaisante. oui. En fait, je dirais, alors donc moi, en effet, comme tu l'as dit, j'ai expérimenté avec les plantes sacrées. C'était aussi parce que j'étais dans cette quête de réponse, et je me disais qu'un état modifié de conscience allait me permettre de voir les choses sous un autre angle de ma vie et d'avoir des réponses aussi à des questions. Parce que c'est vrai qu'en fait, on va jouer avec la chimie de son cerveau quand même, hein, avec ces expériences. C'est-à-dire on va vraiment pour moi, c'est des expériences, franchement, faut être prêt quoi pour le faire. C'est des expériences qui comprennent d'ailleurs de grands risques. Ça, j'en parle un peu dans mon livre, et j'en parle aussi sur mon blog. En gros, faut vraiment pas y aller à la légère. Ouais. Il faut être très bien accompagné par un chaman digne de confiance, quoi, quand on le fait, ou un praticien digne de confiance. Moi, aujourd'hui, ces expériences, elles m'ont apporté quelque chose. Je dirais qu'elles m'ont amené peut-être à, à changer mon regard. C'est un peu ce que je venais chercher. Parce qu'en fait, quand on prend de l'ayahuasca ou du San Pedro, bah en fait, moi, ça m'a amené à une nouvelle perspective sur ma vie, plus élargie. Mmh mh. C'est vrai qu'en fait, moi, je me suis rendu compte très concrètement dans mon corps pendant ces expériences à quel point je faisais partie d'un tout, par exemple, Mmh que mh. j'étais reliée
tous les autres êtres humains, les animaux, la terre, enfin qu'on était tous vraiment reliés les uns aux autres et qu'en fait, j'ai envie de dire, ça m'a peut-être aidé à avoir un peu moins peur de la mort, même si j'ai toujours peur de la mort, ça je peux l'affirmer. Mais prendre ces plantes-là, ça nous confronte souvent à nos Mmh. peurs les plus importantes, dont la peur de la mort. C'est souvent la peur la plus importante chez l'être humain. Et j'ai envie de dire qu'une fois qu'on se confronte à la mort, peut-être qu'on a plus de gratitude pour la vie et peut-être aussi qu'on a un peu moins peur de vivre. Voilà. Mmh. Mais par contre, le prix à payer pour ça, il est énorme. Voilà, je tiens à le dire, il est énorme parce que ça peut créer des nouveaux traumas. Donc Bien ça sûr. aussi, je parle en tant que psychologue, mais Mmh. est-ce qu'on a envie de se créer un nouveau traumatisme là aujourd'hui dans sa vie? Donc je pense qu'en fait, pour aller vivre ces expériences, il faut déjà être plutôt ancré, plutôt bien, plutôt serein, quoi. Et en Complètement. même temps, je nuance un peu parce que j'ai aussi rencontré des gens, notamment une jeune femme au Pérou qui, elle, faisait des tentatives de suicide et elle avait rien à perdre. Elle s'est dit: «Je vais faire une retraite d'ayahuasca» et ça l'a beaucoup aidée et elle a plus tenté de se suicider, en tout cas dans les années qui suivent, parce que j'ai été en contact avec elle. Donc en fait, j'ai envie de dire, ces expériences, elles sont un peu faites soit pour quelqu'un qui va très bien, soit quelqu'un qui va pas bien du tout. Oui. Mais en tout cas, c'est des expériences qui sont extrêmes et qui nous font vivre des émotions extrêmes. Et Mmh. faut vraiment avoir une quête, quoi, une quête forte. Et Ouais. c'était mon cas pour le coup. Et aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus l'intention de m'y confronter à nouveau parce que justement, je pense que ça m'a un peu traumatisée, quoi. Ça a été Ouais. trop, quoi. Trop intense Mmh. à vivre. J'ai cru que j'allais mourir. J'étais dans une. Ça, j'en parle dans mon deuxième livre. Je me suis retrouvée dans une forêt avec un chaman que je connaissais pas, qui a fait ses petits rituels et j'ai cru que j'allais être abusée par lui. Bon, au final, Mmh. heureusement, ça n'a pas été le cas, mais j'ai failli m'enfuir dans la forêt et j'ai cru que enfin, c'était une horreur à vivre. D'ailleurs, j'en ai des frissons. C'est vrai que pendant toute cette description, on s'inquiète vraiment, puis on sent vraiment, ton inquiétude quoi, au moment précis et mais je te remercie aussi de le partager. C'est-à-dire que tu en parles aussi, dans ton ouvrage, tu rencontres une guérisseuse et Mmh, cette guérisseuse explique que, effectivement pour faire, ces expériences avec tes plantes, il vaut mieux être aligné et ne pas en abuser et ça, ouais. c'est hyper important de le dire parce qu'il y a Mmh, aussi beaucoup de personnes qui sont curieuses, ce qui se comprend, mais il y a mmh, aussi cette volonté, récréative, tu sais? Donc c'est vraiment, quelle est mon intention? Est-ce que c'est vraiment une intention de guérison? Si c'est récréatif, c'est pas la même intention que quelqu'un qui, a mmh, véritablement un besoin, intrinsèque, mmh, quoi. Ça, c'est vraiment, ouais, faut tout être à fait. vigilant. Ouais et on ne sait pas ce qu'on va y trouver parce qu'en fait, on peut très bien expérimenter l'amour inconditionnel et c'est Oui, merveilleux quand ça nous tombe dessus et c'est ce que j'ai vécu aussi et tout comme l'instant d'après, se retrouver en enfer, en fait oui, et donc ça peut basculer à tout moment et donc c'est comme tu le dis, c'est important d'y aller avec une intention et en plus ces plantes, enfin en tout cas ce qu'on dit dans le chamanisme, c'est qu'elles ont un esprit quoi, une entité, c'est des entités et donc enfin, ce que je veux dire, ça paraît pas très scientifique, mais quand on a une expérience avec une plante, on voit à quel point il y a autre chose qui se joue. Enfin, c'est vraiment, vraiment passionnant. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent que la plante, elle sent notre intention et que si on y va juste pour en abuser et pour s'amuser, voilà, l'expérience ne sera pas forcément très agréable. mmh. Mais dans tous les cas, c'est à prendre avec beaucoup de respect et, euh, et avec, en étant conscient quoi, des risques aussi qu'on prend. Et moi, j'avais aussi une question sur, l'intégration au quotidien. Oui. Tu vois? J'aime bien insister sur Ah ouais. l'intégration, que ce soit la méditation, mais aussi justement ces plantes. Comment est-ce que toi, tu as réussi à l'intégrer dans ta vie? Mmh. Alors, ouais, c'est une bonne question aussi. Moi, ce que j'ai beaucoup écrit sur ce que j'ai vécu, sur les enseignements de ce que j'ai vécu parce qu'en fait, une expérience avec une plante sacrée, c'est que tu vis tout. J'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans chez un thérapeute en une nuit presque, en Ouais, fait. c'est ce que souvent beaucoup partagent, ouais. C'est Ouais, plus rapide. complètement. Moi, ce que ça m'a permis, par exemple, une chose aussi que j'ai pas dit, c'est que, notamment mes expériences avec l'ayahuasca, ça m'a donné un espace où j'ai pu vivre des deuils que j'avais pas vécus. C'est-à-dire où j'ai pu ressentir des émotions de tristesse très intenses Mmh mh. et où j'avais la sensation vraiment d'avoir en face de moi une mère qui me prenait dans ses bras et qui me disait: «Vas-y, pleure».
etc., d'être prise en charge quoi, par une mère. Enfin, c'était magnifique. Et donc, après l'intégration dans le quotidien, je pense que moi, ça m'a apporté un peu de souplesse dans peut-être un peu de souplesse dans de moins résister, de moins me battre contre, la vie, Mmh. contre mes émotions, contre ce que je vis. Alors un peu moins parce que je le fais toujours, hein, je précise, je ne suis pas arrivée, au sommet, hein. Mais bon, mais je veux dire ça, un des grands enseignements aussi qu'on a, c'est qu'on se rend compte pendant l'expérience, en fait, tout est amplifié pendant cette expérience-là. Donc dès qu'on a un peu de peur ou un peu de résistance, on va le vivre de façon très Mmh. forte. Et surtout, ça va être douloureux, de résister à la plante. Parce qu'en fait, on a quand même, une plante qui prend le contrôle, de nous, hein, pendant toute une nuit, hein, quand on prend du San Pedro ou de l'ayahuasca. Donc moi, ce que j'ai vécu, ça a été de sentir à quel point, j'étais obligée de m'abandonner à la vie et ça de façon générale aussi dans mon quotidien, en fait. De me dire, ben et plus facilement, à m'abandonner à ce qui est et moins résister. Je dirais que c'est ça, là où j'ai pu faire des petits pas. Mmh. Après, ce qui est certain, c'est que je pense pas qu'une nuit va changer notre vie pour toujours et que c'est à nous de faire le chemin, quoi, au Mmh. quotidien. Que ce soit une Complètement. retraite de méditation ou une cérémonie d'ayahuasca, ça peut pas nous ça va pas nous donner une solution pour toujours. On devra toujours faire Oui. notre propre chemin dans le quotidien. Mais Mmh. ça peut nous moi, ça m'a donné comme ça des beaux enseignements quand même. Mmh. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce qui revient souvent, c'est-à-dire que quand on s'accroche à une idée, «Je veux que ça se passe comme ça», en général, ça se passe pas comme on veut et Ouais. c'est quand on s'abandonne, comme tu le dis très bien, c'est-à-dire que quand on lâche prise, c'est Mmh. là où on fait la rencontre ou Oui, alors, voilà, nos projets se réalisent et c'est ça qui est aussi oui, incroyable finalement dans cette vie. totalement et c'est ça, c'est ce que disent tous les enseignants spirituels, lâcher prise, Mmh. c'est le plus dur à appliquer. C'est aussi ce que dit Eckhart Tolle, hein, quand il dit: «Reviens au Ouais. moment présent», finalement. Mmh. Quand tu viens au moment présent, ben, tu n'as plus d'attente de futur, tu es pas en train de ruminer ton passé. Mais du coup, oui, c'est le plus dur à appliquer, ce lâcher prise et après je pense qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais, et puis parfois on a besoin d'avoir suffisamment résisté et souffert pour se rendre Oui. compte par nous-mêmes qu'en fait on contrôle pas tout et qu'on a une capacité d'agir, mais qu'on peut pas tout contrôler et Mmh. malheureusement, qu'en fait c'est plus doux quand on s'abandonne, quoi, ça c'est clair. Tout en ayant un cap quand même, une vision. Complètement. Et je voulais aussi rebondir sur, cette émotion, mais, tu parlais de la peur et c'est vrai que récemment, on a quand même beaucoup vécu, dans la Mmh. peur, hein. Je parle de la société. Hem, Vers quoi justement nous invite la peur? Pourquoi, c'est si important de ressentir de la peur? Mmh. Bah, déjà la peur, elle nous alerte d'un danger potentiel, donc elle est importante cette peur, enfin elle est importante à écouter, quoi. C'est clair que si on Mmh. quand on ressent cette peur, ça nous pousse à nous défaire du danger potentiel. Après le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tous et toutes été plus ou moins traumatisés dans nos vies et que du coup, on va avoir des alertes de peur pour des choses qui sont pas très graves Ouais. Mmh mh. et moi la première, hein. Des fois, Mais c'est pas adapté. c'est démesuré en fait par rapport à la situation, quoi. On va avoir, une peur terrible, je sais pas, de mal parler en public, par Oui. exemple. Cette peur-là, elle est hyper importante. Alors qu'en fait, il va rien se passer de très grave pour nous si on a oublié un mot, si on a bégayé ou si on a mal parlé en public, en fait. Ouais. Mais le problème, c'est que je pense qu'en fait, c'est lié au fait, aussi au fait qu'on a de toute façon, en tant qu'être humain, on a besoin de survivre et toutes les peurs sont liées à notre survie potentielle. Si on parle mal en public, on est peut-être mal vu par notre tribu, par notre communauté, donc on peut pas survivre sans notre communauté de toute façon. Donc en fait, ça nous fait face encore à la peur de la mort. Toutes les peurs, elles vont finalement vers la peur de la mort. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut avoir des
des peurs démesurées. Alors, parler en public, ça peut être une peur très... Peut-être c'est pas le bon exemple, mais Oui. j'en sais rien. Ça peut être la peur de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois alors qu'on a un salaire qui tombe tous les mois et qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'on ait plus d'argent. Et voilà, moi, je sais qu'il y a une peur de manquer d'argent qui est importante en moi, alors que bah, j'ai pu me montrer à plusieurs reprises que j'étais capable de générer de l'argent. Mais c'est vrai qu'en fait, par rapport à ta question, je pense qu'en fait, la peur, c'est important de la regarder en face, quoi. Mmh. Et de pas agir tête baissée sans la regarder. Enfin, moi, j'essaye de lister mes peurs, de vraiment les observer, quoi, les questionner, de me dire, OK, c'est quoi ta peur là? Est-ce que vraiment c'est si risqué que ça de te lancer là-dedans? C'est quoi le pire scénario? Et souvent, bah, je me rends compte que voilà, elle est là pour me protéger et en fait, je peux avancer avec elle et aller de l'avant. Comme quand je suis Mmh. partie sur le chemin de Compostelle, tout le monde me disait: «Mais tu pas peur, mais tu vas te faire agresser» Ouais. et et puis en fait, je me suis rendu compte que, bah, la peur de enfin, le risque d'agression, il était tout aussi important en plein Paris, en rentrant d'une soirée. À ce moment-là, j'habitais Paris. Il n'était pas plus important sur le chemin de Compostelle, quoi. Et, Mmh. hem et ce travail d'aller les questionner, c'est hyper important. Et puis surtout, je disais tout à l'heure qu'on avait des peurs démesurées, mais en réalité, c'est lié aussi à notre système à l'état de notre système nerveux actuel. Mais ce qui est important, c'est de même si c'est des peurs qui nous paraissent démesurées, de les prendre en compte, en fait, d'en prendre soin quand même, en fait, quoi qu'il arrive, de pas se dire: «Ah mais non, il y a pas de raison». Non, en fait, je pense que s'il y a une peur qui nous traverse, c'est qu'elle est là, elle doit être rencontrée, observée. Mmh. Ouais, puis finalement, toutes les émotions ont leur place aussi. Des fois, on a envie de couper avec le désagréable, alors que justement, c'est en rentrant dans l'émotion désagréable qu'elle Mmh. se dissout. C'est en mettant Oui. un peu de conscience dessus, enfin dedans, que Mmh. et c'est un passage que j'avais aussi, relevé, c'est le Mmh mh. partage d'Anna. Oui. Heu, En fait, mes émotions ne sont pas vraiment moi, elles sont comme des vagues. Elles vont et viennent en fonction des conditions. Donc tu lui avais posé la question justement, Ouais. et je trouvais que c'était intéressant, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Faut les observer et en même temps, c'est tout le travail aussi que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire prendre Mmh. le temps de les accueillir et de les questionner aussi. Oui. Exactement. Et c'est ça sans forcément se noyer, dedans. Avec cette métaphore de la vague, il y a cette notion de quelque part d'apprendre à les surfer, mais sans se Ouais. perdre complètement dedans non Mmh. plus et c'est pas facile, c'est vraiment un travail de chaque jour à faire et qui à chaque fois, voilà, qu'il faut refaire tous les jours presque, j'ai envie de dire. Mmh. Mmh, c'est passionnant. En tout cas, merci beaucoup, merci Pauline pour ton partage et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager aujourd'hui aux consciences qui s'éveillent? Ce que tu veux. Ah! Ah, c'est une bonne question. Une petite surprise à la fin des invités. Ouais, j'adore. OK. Alors, je dirais, qu'en fait, alors un message que j'ai envie de partager aux consciences, qui s'éveillent. Bah, moi, mon message en ce moment phare et je le dis aussi à moi-même, c'est, éveillez votre conscience et prenez soin de votre corps afin justement que votre âme ait envie d'y rester. Mmh. Cette dernière phrase, je l'ai lue quelque part, elle est pas de moi. Prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. Mais pour moi, c'est un des grands enseignements de ces derniers mois et années, c'est que éveiller vos consciences, oui, mais vous pouvez le faire dans la douceur. Le chemin peut être doux et vous pouvez le faire tout en prenant soin de votre véhicule. Parce qu'en fait, plus vous allez prendre soin de ce véhicule qui est votre corps et vos émotions aussi, votre psyché, plus vous allez pouvoir vous éveiller en fait, plus Mmh. haut, comme un arbre Complètement. qui a des racines et en fait, il a besoin de racines pour que ses branches s'élèvent vers le ciel. Donc ne coupons pas nos racines, prenons soin de ce voilà, de nos corps et l'éveil j'ai envie de dire l'éveil, il viendra forcément parce que c'est notre nature et qu'on Oui. a cette, pardon, pourquoi? On a Il y a pas cette envie de nous cette envie d'évolution, ça se fait naturellement en tant qu'être humain, j'en suis persuadée. Mmh.
Merci en tout cas et puis, bien sûr, n'hésitez pas aussi, les auditeurs et les auditrices à commenter et à partager aussi vos ressentis, vos commentaires et j'invite toutes les personnes à découvrir ton ouvrage qui est disponible partout, hein, dans toutes les Oui, librairies en oui, France, sur internet, ouais, tout donc à on peut fait. aussi, suivre tous tes projets, sur les réseaux, sur ton site internet que je Mmh. partagerai en bio pour aussi les personnes, qui souhaitent, en savoir plus et d'ailleurs tu es aussi, coach et tu accompagnes aussi alors tu vas mieux le présenter que moi, mais est-ce que tu peux nous parler de ta casquette de coach? Bien sûr. Alors, en fait, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont un projet de livre, un livre autobiographique, en tout cas un livre qui est inspiré de leur vie, à aller au bout de leur livre, avec une formation en groupe et des accompagnements individuels. Donc j'ai beaucoup de joie à faire ça. Je me sens un peu psychologue de projet, en fait, en faisant ça et j'aide les personnes, voilà, à lever les blocages pour transmettre leur message au monde. Mmh. Parce que moi, avec mes livres, j'ai eu cette joie et puis j'ai aussi réalisé le documentaire Chemin de vie. Pour moi, il y a pas de plus grande joie que de transmettre ce qui vient de notre cœur, Bien sûr. au monde et enfin au monde, aux gens autour de nous, au moins à notre cercle proche et puis peut-être parfois élargi. Donc merci aussi de m'avoir donné la parole Evelyne, c'est très précieux d'avoir été sur ton podcast. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et je dis à bientôt Pauline, puisqu'on va certainement se retrouver au micro du podcast. Oui, à bientôt. À bientôt.